J'arrivais à faire un tour de sentier sportif polar actif, c'est un tour qui fait 1700 mètres. Ouais. Et à 4 ans et demi, j'arrivais à faire un tour en courant déjà avec des prédispositions pour courir. Yohan, merci d'avoir accepté l'interview, c'est vraiment cool. Je te présente du coup assez rapidement, après je te laisserai te présenter. Donc Yohan Koval, ton sport c'est l'athlétisme, tu as 34 ans, tu as été champion d'Europe en 2014, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2016, donc ça sur 3000 steeples. Médaille de bronze championnat d'Europe en 2009, c'était le 1500 en salle. Tu as été médaille de bronze aux Jeux mondiaux militaires en 2007, 2015, 2019 sur 3000 steeples encore. Médaille d'argent aux Jeux de la francophonie en 2013. Tu as gagné la course de Tizé de Noël en 2017 et fini deuxième en 2018. Et par équipe, tu as été champion d'Europe en 2014, médaille de bronze en 2009 et 2013 sur les championnats d'Europe. C'était sur 1500 mètres et 3000 steeples en 2013. Bravo. Merci. Bravo pour tout ça. C'est vraiment top. Maintenant, voilà, je te laisse te présenter, peut-être me dire comment tu as commencé le sport, c'était peut-être pas la clé au départ, et ton chemin jusqu'à aujourd'hui. Du coup, j'ai 34 ans, comme tu l'as dit, 43 sélections en équipe de France. Okay. J'ai commencé l'athlé tout simplement parce que mes parents faisaient du sport. Okay. Mon père était sportif de haut niveau en athlétisme, ma mère en duathlon. Okay. Et du coup, j'étais bercé dedans en étant tout petit, et naturellement, sans être forcé. Et en fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai commencé à faire du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait de la gymnastique parce que mes sœurs faisaient de la gym. J'ai une sœur qui a été en équipe de France de gym. Ah, cool. Du coup j'ai fait un peu de gym, j'ai fait pas mal de sport indiv ou sport co. Mais là où j'ai eu des performances qui ont été naturellement favorables, c'était en athlé, cross, en 1000 mètres, des choses comme ça. Du coup, je me suis plus orienté vers ce sport. Et j'ai aussi fait du rugby d'ailleurs, foot, rugby, j'ai quand même pas mal testé de choses. Le sport co, ça m'a énervé parce que du coup de dépendre d'une équipe pour avoir un résultat, c'était pas forcément mon kiff. Donc là, voilà, l'athlé, j'ai eu des bons résultats, des bonnes performances, du coup ça s'est fait naturellement d'aller à 4 ans et demi en fait, quand mon père et ma mère partaient en stage à Fourmeux, pendant nos vacances scolaires, du coup on allait là-bas tous ensemble, et du coup j'arrivais à faire un tour de sentier sportif polar actif, c'est un tour qui fait 1700 mètres, et à 4 ans et demi j'arrivais à faire un tour en courant déjà, donc j'avais quand même des prédispositions pour courir. D'accord. Ok. Yes, ça marche, et à partir de là, c'est quoi la suite? En fait, alors, pour faire encore, parce que ça peut être long, du coup j'ai commencé à avoir des résultats normaux chez les jeunes, mais sans être dans le haut niveau. En fait, alors, en minime cadet, je faisais des résultats corrects, mais pas fort. En benjamin, je crois que je fais 5,36 au 2000 mètres, donc c'était le record de Dordogne à l'époque. J'avais un coach qui me faisait faire beaucoup de long, de 10 km, tout ça. Ça commence à partir de cadet, je crois, officiellement. Et donc en minime, je faisais déjà des 10 km en minime. Genre, il y a une piste en cendrée à Trélessac et j'avais fait un 10 000 à l'entraînement en 39 minutes. Et après, en compétition, en étant surclassé en cadet ou junior, je sais plus c'était quoi l'âge, j'avais fait 37 minutes. Mais j'avais pas l'âge. C'était illégal. Mais bon, du coup, j'avais des prédispositions et j'avais quand même un coach qui me faisait travailler le foncier un peu trop. À cet âge-là, c'était vraiment énorme les kilomètres que je faisais pour cet âge-là. Mais du coup, ça m'a fait un plus pour la suite parce que ça m'a fait une caisse que j'ai aujourd'hui qui est quand même assez conséquente. Et donc j'ai eu ça et à un moment donné ce coach a un peu décroché et du coup je me suis retrouvé un peu seul en cadet, j'étais un peu compliqué, je fais un régional de cross où j'abandonne, où je fais un sale résultat avec Jean Mestras. Et il s'avère que juste avant d'arrêter avec ce coach, j'ai mon père qui m'entraînait, sauf que mon père m'entraînait à distance. Il ne voyait pas ce que je faisais, il me faisait faire des 8-10 fois 1000, des 25 fois 400. Je n'ai jamais fait d'ailleurs cette séance en cadet. Et il me mettait des trucs de fou. Et j'allais sur la piste de Périgueux alors que j'étais licencié à Trélissac. Il y a mon actuel coach qui était là avec un groupe et tous les mardis ils étaient sur le stade à faire de la PPG, ils faisaient des diagonales, des trucs qui rigolaient à 8-10. Et moi j'enquillais des 1000, des 400, des trucs tout seul. Et tout le temps ils m'encourageaient, ils étaient là à me motiver, à me dire allez c'est bien machin, alors que j'étais du club opposé, c'était les petites adversités du club. Et du coup, donc cadet, j'arrête avec mon premier coach, mon père m'entraîne à distance, je fais des séances tout seul avec ce groupe, je vais au département régionaux, catastrophe, j'abandonne, je termine en pleurs, j'appelle mon père, et là je dis est-ce que je peux aller avec ce groupe-là? Et là je vois ce coach qui est mon coach aujourd'hui, et je lui dis est-ce que je peux venir avec vous? Il me dit ok, mais tu t'arrêtes là, tu fais 2 mois d'entraînement de repos au complet, parce que moi je vois ce que tu fais depuis un moment, et du coup là t'es trop jeune, et j'ai dit ok.
Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc les régionaux, ça devait être en février. Donc j'ai fait février-mars, à peu près de repos complet. J'ai dû reprendre en avril. Vas-y, dessine mon cas. Non, mais vas-y, c'est bien. Et du coup, en avril, je me rentraîne avec ce groupe-là. Je me prends un peu des toises à l'entraînement de tous les côtés. C'est assez compliqué. Et ce groupe-là me motive parce que c'est vraiment une bonne émulation. C'est mes potes d'aujourd'hui, mes témoins de mariage. On est encore ultra proches. Et il y a une très grosse dynamique et moi je lâche rien. Enfin, je vais faire tous les entraînements. À côté de ça, j'ai une vie sociale qui est un peu différente aussi parce que j'ai un groupe d'amis. On fait des rassemblements le samedi après, on s'entraîne à 2h30. Après, on va au champ plusieurs fois, en course acheter les goûters à l'époque qui n'étaient pas très diététiques. Et puis il y a une ambiance qui se crée et on se met un peu à avoir des sorties de temps en temps, mais sans être plus. Moi, je suis pas trop sorti, ni bar, ni quoi que ce soit. On va 1 ou 2 fois en bois, des choses comme ça. J'ai raté un entraînement pour dire à cause d'une cuite que j'ai pris une fois en junior, je crois, ou espoir. Donc pour te dire, ça restait une grosse motivation, c'est bien, plus qu'une contrainte. Et donc je vais avec ce coach, je fais les départementaux de 3000 mètres, je fais 8,56, je vais me sélectionner aux régionaux, je crois que je fais 8,16, aux interrégionaux je fais 8,6 et je me sélectionne en France. Et j'arrive en France et je fais 8,58, donc c'était plutôt bien, je fais 13e des France, je suis en championnat de France en cadet, Mais loin de la tête de course, c'était Nardine Smile à l'époque qui courait en 8,20 et quelques, et du coup je fais 13e et moi j'étais hyper content. Sauf que je continue avec ce groupe, il y a une bonne dynamique, c'était KD2 et Junior 1, donc il y a l'été qui se passe, il me refait faire du repos. Et là, Junior 1, et là, je fais 8,36 en salle en janvier ou février, donc quelques mois plus tard. Donc là, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui a du potentiel. Et genre 2 mois après, je me sélectionne pour le premier championnat du monde de cross junior, en fait. En 2005, du coup. Je me sélectionne pour les mondes de cross. C'était en France, la sélection, c'était à Saint-Galmier. C'était à Angoulême, et je vais me sélectionner pour les mondes qui étaient à Saint-Étienne, à Saint-Galmier exactement. Oui, Saint-Galmier, je crois que c'était en 2005. Et donc à partir de là, ça a été l'engouement positif en fait de l'entraînement qui m'a amené à avoir cette régularité que j'ai aujourd'hui et du coup avoir toutes les sélections que j'ai pu avoir aujourd'hui avec cette confiance que j'ai avec mon coach. En fait, il m'a amené de la vitesse, de la puissance, de la technique sur le foncier que j'avais déjà et du coup tout ça transféré et modulé d'une bonne manière a fait qu'on a eu cette relation-là qui est favorable aujourd'hui. Savoir qu'aujourd'hui il y a encore d'autres jeunes qui sont en équipe de France et qui sont dans les meilleurs au bilan français. Donc, c'est un vrai formateur et un vrai coach, quoi, tout simplement, qui est reconnu au niveau national, donc ça c'est cool. Et en parallèle à ça, donc j'ai eu du coup toute cette performance qui est venue progressivement, donc pas du tout rapidement en fait chez les jeunes, qui s'est vraiment fait progressivement. En parallèle à ça, en titre professionnel, en fait, je sais plus en quelle année j'ai fait, je crois que c'est en 2005. En 2005, je fais les mondes de cross. Donc de 2002 à 2005, je fais un apprentissage d'ébénisterie. Là, quand je me sélectionne au monde de cross, c'est sûr que j'étais encore en apprentissage parce que je sais que je prends des congés sans solde pour aller au monde de cross. D'accord. Donc à partir de là, mon père il me dit, ça va être de 2005 à 2006, il me dit, moi j'ai été sportif de haut niveau, à la limite d'être international senior, j'ai favorisé ma carrière professionnelle à ma carrière sportive et du coup je sais l'investissement qu'il faut. Moi je te propose d'avoir ton diplôme et de t'aider pendant 1 an ou 2 et de voir ce que ça donne. Et donc en 2005, j'ai mon CAP d'ébénisterie, je suis en major de ma promo et du coup mon père m'accompagne pendant 1 an. Donc il faut savoir que les 2 dernières années de mon contrat d'apprentissage, j'étais déjà à 16 ans, en gros j'avais mon appartement parce que j'habitais loin de mon lieu de travail. Vu que j'habitais loin de mon lieu de travail, j'ai dû avoir... j'avais mon scout mais ça faisait loin et du coup j'ai dû avoir mon appartement, mes parents étant séparés, c'était compliqué, du coup j'ai eu mon appartement assez tôt. Donc 2005, je suis dans mon appartement, alors je prends des congés sans solde pour aller au monde, je termine mon apprentissage, j'ai mon examen, major de promo, mon père m'accompagne pendant 1 an, je suis détaché pendant 1 an, du coup en gros j'ai le chômage plus l'aide de mon père pour vivre, parce que j'ai un appartement à payer, etc. et des charges. Et du coup pendant cette année-là, je deviens entre guillemets pro gamer, ça n'existait pas à l'époque, mais je fais que du jeu vidéo, je me mets à jouer en ligne à fond. Et du coup, je m'entraîne quand même dur, mais je m'entraîne trop mal pour un junior espoir, en fait. Genre, je me lève à 14h pour faire mon premier entraînement, et mon deuxième, il se fait à 18h, 19h. Donc, il n'y a pas les 6 heures de récup, donc c'est pas du tout professionnel. Donc, je fais 1 an comme ça, sauf qu'au bout de quelques mois, mon coach dit à mon père que c'est pas possible cette situation, parce que mon père étant à distance, il ne me voit pas jouer tous les jours à l'ordinateur.
Et du coup, on a cherché une solution qui pouvait un peu me cadrer et avoir à la fois des horaires aménagés. Et j'ai eu la gendarmerie, il y avait quelqu'un de mon club qui travaillait à la gendarmerie qui m'a dit écoute, moi j'ai une opportunité d'avoir, avec ton CAP d'ébénisterie, d'avoir un job à la caserne ici à Saint-Astier, c'est à 20 minutes d'ici, mais un quart d'heure. Et du coup, tu peux détacher progressivement, mais il va falloir que tu fasses tes classes en gros. Parce que, ouais, c'était un choix parce que du coup, ça m'a permis d'avoir un aménagement progressif de mes horaires, mais au début, j'en avais pas la certitude. Donc, je suis allé faire mes classes, j'ai eu 6 semaines à Montargis. Donc, en octobre 2006, je vais faire ma formation à Montargis. Je fais 6 semaines et juste avant je fais les mondes juniors. En 2006 je refais les mondes juniors sur piste, je vais y arriver. La ligne ça fait tellement longtemps. Donc 2005, je me sélectionne au monde junior pour mes premiers championnats, je termine mon apprentissage, je suis détaché, je fais 1 an, je fais du jeu vidéo, je structure pas trop ma vie, je fais n'importe quoi, je mange des kebabs, etc. 2006, mon père la gendarmerie me fait avoir une proposition de contrat à Saint-Astier, donc pour moi d'avoir la localité. Et du coup, je fais ce choix d'aller à la Saint-Astier. Je fais les mondes juniors juste avant de partir. Je fais les mondes juniors l'été. Je fais un match international encore en Suisse sur 10 km sur route en junior. Et après, je vais direct faire mes 6 semaines de formation. Je fais mes 6 semaines de formation comme tout le monde. Et là, ça me met une hygiène de vie. Lever à 6 heures, lit au carré, etc. Ça me fait du bien. J'intègre la gendarmerie à Saint-Astier. Et là, c'est le début de ma carrière professionnelle parce qu'en fait, j'ai eu 3 chefs de corps consécutifs. En fait, c'est des contrats d'1 an renouvelables pendant 5 ans. Et j'ai eu 3 chefs de corps consécutifs qui m'ont fait des aménagements progressifs. En gros, le premier, il me faisait embaucher à 10 h au lieu de 8 h le lundi et le vendredi. Le deuxième, il me faisait ça tous les matins. Plus pendant les heures de travail, je pouvais m'entraîner aussi. Donc j'embauchais à 10 h et le deuxième entraînement, je pouvais le faire l'après-midi dans mes heures de travail. Donc en gros, une grosse liberté. Et le troisième, il m'a dit écoute, là, il te reste, tu vas préparer les jeux, etc. Enfin, tout se passe bien. Du coup, j'avais déjà fait les jeux, je sais plus, mais en gros, t'es pro maintenant, je te détache 1 an à 100%, ta dernière année de contrat, et comme ça, tu verras ce que ça donne. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, et l'aménagement progressif pendant ces 5 années, et la dernière année détache à 100%. Au bout de ces 5 ans, la gendarmerie n'a pas de possibilité de te garder en contrat, sauf si tu passes sous-officier, et c'est 1 an de classe. Donc c'était incompatible avec la carrière sportive de niveau. Du coup, j'étais un peu dans le doute, et là j'avais l'armée de terre qui, avec mon profil déjà de sportif de niveau, m'a proposé un aménagement pareil, détaché à 100%. Donc j'ai signé directement un contrat de, je crois que c'était 6 ans à l'époque, de détaché à plein temps de l'armée de terre à Bourges, et du coup, la liberté de pouvoir s'entraîner tranquillement. Et depuis, il y a le bataillon de Grandville qui s'est recréé à Fontainebleau, qui a rassemblé tous les sportifs de haut niveau de la défense, puisqu'on était plusieurs dans plein des régiments, c'était pas trop facile à gérer. Et du coup, j'ai réintégré ce BJ, et là je suis en contrat jusqu'en octobre 2023. Donc là, je suis encore détaché à plein temps, on a 1 semaine de regroupement obligatoire par an, et du coup voilà. En gros, la carrière pro, c'est que j'ai pas le brevet des collèges, j'étais pas studieux à l'école, j'ai fait un apprentissage d'ébénisterie parce qu'il fallait que je fasse quelque chose en alternance, parce que faire des cours ça me plaisait pas, même si j'avais quand même des facilités, mais j'étais pas studieux. Et du coup je travaillais pas et j'allais même pas en cours au collège, déjà je ratais pas mal de trucs. Donc le choix d'avoir fait cet apprentissage, c'était pour avoir une structure un peu dans ma vie, quelque chose qui me plaise. J'ai eu mon CAP, et puis voilà, j'ai pas fait de grandes études, et du coup, j'ai réussi à associer le sport aujourd'hui à une carrière de sportif de niveau qui n'est pas ce que je ne conseillerais pas aujourd'hui à tout le monde de faire, parce que vu la conjoncture, c'est assez compliqué. À ce niveau-là, c'est ça, et au niveau sportif, du coup, ça c'est en parallèle avec mes aménagements progressifs d'horaire. J'ai pu aller de plus en plus vers la performance et les résultats. Donc je crois que je signe à Bourges, et qu'un an après avoir signé à Bourges, quand je suis dit au matériel, donc ça devait être en 2013, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ouais, 1 ou 2 ans après, je fais la médaille, je suis champion d'Europe. Donc c'est pour ça que ça a continué, tous mes contrats à être renouvelés. Ça a être pas mal. Donc voilà en termes sportifs et pro, et moi je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport à ça. C'était assez concret. Non, mais je m'éparpille, mais c'est vrai que ça fait une longue carrière. Pour faire le tour. Donc, non, mais moi ça met des dates et tout. Yes, super par rapport à tout ça. Là maintenant, ce que je voulais savoir, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, tu as eu de très belles médailles. Et je voudrais savoir, quels ont été pour toi les facteurs les plus importants qui ont contribué à ces médailles-là?
Je suis quelqu'un de vraiment assidu dans ce que je fais, comme je te disais que même quand je faisais la fête ou autre avec le groupe, j'ai raté un entraînement dans ma carrière. Même là, quand je suis malade ou autre, là j'étais encore au Kenya avec le mal de bide et tout, et je vais m'entraîner quand même. Je déteste sauter à l'entraînement et j'aime ça en fait. J'aime énormément ce que je fais, du coup ça me dérange pas, c'est pas une contrainte pour moi. Donc je suis passionné et au quotidien je kiffe faire ce que je fais. Donc je pense que ça fait partie de la performance déjà d'aimer ce que tu fais, c'est pas, je pense, même je suis sûr que ça participe à la performance. Et après, c'est en faisant, voilà, avec l'acharnement, de l'assiduité, de la motivation au quotidien, ça tu la travailles. J'ai pris aussi un chien exprès qui court avec moi quand il y a eu des moments difficiles, où j'étais vraiment tout seul, l'hiver, week-end, j'avais un compagnon d'entraînement. Et puis après la motivation, c'est les résultats qui amènent la motivation et puis l'envie de réussir. Comme je dis à mes enfants, si tu veux faire quelque chose dans la vie, tu te donnes les moyens d'y arriver, et tu tentes tout pour y arriver. Après ça marche, ça marche pas, au moins tu n'auras pas le regret de ne pas avoir tout tenté. Donc ça c'est une ligne de conduite que j'ai toujours eue et que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà, tu te mets à 100% dans ce que tu veux faire, et quel que soit ton projet d'ailleurs, c'est similaire à un professionnel. Et du coup, voilà, ça a été quelque chose qui m'a guidé, avec des erreurs du coup, et ces erreurs ce qui ont fait que aussi j'ai le palmarès que j'ai aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses qui auraient été améliorables, je sais pas si ça se dit, qui auraient été perfectibles, mais aujourd'hui je ne regrette pas mon passé, je ne regrette pas ma carrière, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Il y a un élément clé aussi, je ne sais pas si c'est par rapport à cette question-là, qui a été assez conséquent pour moi, c'est qu'en 2011, j'avais déjà eu une médaille en salle ou autre, et on est au championnat d'Europe à Paris. Et du coup, j'étais favori sur le 1500 et le 3000, j'avais la deuxième paire sur le 1500, la deuxième paire sur le 3000, donc prétendant médaillage. Et du coup, j'ai une pression médiatique que je ne connaissais pas, France Télé, tu sais, qui me font des articles, des interviews, des trucs, et du coup, en France en plus, c'est avec la pression du public. Et j'arrive là-bas avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner, et je me fais sortir en série en fait. Dès les séries, je me fais éliminer, je prends couleur 2, je gère hyper mal mon effort, enfin bref, grosse panne, et je gère mal. Et ça pour moi c'est un élément clé, c'est ce qui a fait que j'ai été faire la sophrologie après, parce que... arrête même, tu l'en mets pas. Parce que du coup ça a été un moment un peu clé dans ma carrière, et de perdre mes moyens comme ça avant un événement, ça a été vraiment la déception, la défaillance, et du coup j'ai cherché encore une fois à avoir les éléments pour combattre ça sur la suite. Donc voilà. 2011, à Bercy en salle, ça a été vraiment un moment moteur aussi au niveau mental dans ma carrière. Arrête de faire du bruit. Yes, ça marche. J'ai noté plusieurs trucs, Yoann. Tu me dis si pour toi c'est bien ça, s'il manque des choses, c'est bien ça avec tes mots. J'ai noté aimer ce qu'on fait, assiduité, motivation, acharnement, l'envie de réussir. Est-ce que pour toi c'est bien ça, c'est avec tes mots? Ah ouais, carrément, oui, c'est ça. On me dit souvent, il y avait un article de la Fédé qui résumait bien, c'est le stachynoviste des pistes, il m'appelait. C'est vrai que je suis les abdos-gainage, tout ce qu'il faut faire en parallèle à l'entraînement. Là, tu vois, j'ai un écart, je me suis blessé le pied, j'ai acheté ça en début d'année, ça fait 12 000 €, c'est un truc professionnel, j'ai explosé mes économies perso et tout, mais parce qu'on m'a dit que ça allait pouvoir peut-être me sauver pour faire les jeux. J'ai pas réfléchi, j'ai fait l'investissement, voilà. Tu vois, c'est un truc qui est hyper conséquent, 12 000 balles, même, il n'y a aucun kiné sur Périgueux qui a ça en Dordogne. Tu vois, et moi, on m'a dit que ça allait m'aider ou autre, c'est que je pouvais peut-être, c'était quoi, une chance sur 2 que ça passe, mais bon, c'est 12 000 €, j'ai fait le... Enfin voilà, dès que je peux faire quelque chose légal qui m'aide à être dans la performance, à m'accompagner pour y arriver, je vais le faire. Je l'ai dit que ça va être, je suis désolé, c'est sûr. C'est une chose en même temps. Et du coup, c'est ma ligne. En fait, c'est pour je te dis ça, c'est pas pour dire que j'ai payé un truc 12 000 balles, c'est pas que c'est c'est que dès qu'il y a un truc ou quelque chose que je peux faire qui puisse être. La jacuzzi, ça a été en mode plus récup que... Bien évidemment que ça sert aujourd'hui avec les enfants. Déjà, j'étais avant d'avoir les enfants. Et c'est quelque chose que j'ai mis aussi après 2014. J'ai vu que dans la balnéothérapie, ça aidait vraiment à la récup et tout. Quand je rentre d'une séance, là surtout, là j'ai récupéré la pièce, il était cassé. Mais là, tu rentres d'une séance comme mercredi où tu cailles dans le froid et tout ça, tu vas faire 20 minutes de récup derrière dedans. C'est naturel, ça verse, ça fait du bien et ça optimise ton enchaînement de séances. Et surtout là, d'autant plus que je passe sur marathon. Et qu'il va falloir beaucoup plus de bornes, et du coup, tout l'extra sportif sera important. Je cherche là, je sais pas. Yes. Ok. Du coup, c'est bien ces 5 facteurs-là, c'est ça pour toi? Je te les redis, tu me dis s'il y a autre chose, et après aussi ton classement pour toi, si tu devais les classer. Aimer ce qu'on fait, assiduité, motivation, acharnement, envie de réussir. Est-ce que déjà on a fait le tour, et si on a fait le tour, c'est quoi ton classement pour toi? Là, je trouve qu'il est... Dans cet ordre-là. Je pense que c'est pas mal. Ça marche.
Ouais, la passion, ça reste le numéro 1, ça c'est sûr. Ouais, tu préfères, j'ai noté aimer ce qu'on fait, tu préfères noter passion? Non, c'est pareil, c'est pareil. De toute façon, on va détailler ça. On va détailler chaque facteur du coup. Le premier facteur, c'est aimer ce qu'on fait, tu m'as dit. Ça veut dire quoi pour toi, aimer ce qu'on fait? Genre là, j'étais au Kenya, j'écrivais à ma femme, tu t'enfiles tes baskets, tu vas courir, tu as envie, tu prends du plaisir, tu crées de l'endorphine, il y a un petit soleil, des enfants qui courent pieds nus avec toi. En plus, là, c'est un pays qui est encore plus, humainement parlant, fort. L'expérience, elle est encore plus grande. Et du coup, c'était un kiff, franchement. Parce que j'ai été privé de course pendant 4 mois à cause de ma fissure dans le pied. Et du coup là, en gros, je vis de ma passion. Moi, donc c'est énorme. Enfin, j'ai une chance qui est inouïe, j'en ai conscience. Et puis voilà, j'ai eu des beaux gains aussi grâce à la clé, on va pas se mentir. Je sais pas le foot, mais ça a été quand même bien. Donc, regarde, j'ai une maison qui est quand même correcte. J'ai un crédit, mais j'ai un crédit comme tout le monde. Mais je veux dire, j'ai quand même pu profiter. Et donc non, ça reste une belle vie, franchement, c'est clair. Donc j'aime vraiment ce que je fais, ça c'est sûr. Ok, super, mais tu as peut-être déjà commencé un peu un exemple sur le Kenya. Ma question c'est qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple justement de aimer ce que tu fais, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple, même si je pense qu'il y en a plusieurs. Quand tu vas à l'entraînement, tu sais que tu vas te faire mal mais que ça te plaît, c'est bizarre de dire ça, mais tu sais que tu vas être dans la souffrance, ça va être dur ou autre. Et là en ce moment l'exemple que j'ai encore plus aussi grand, c'est je sais que je suis dans la transmission, vu que j'ai des jeunes qui sont en train d'être leaders d'équipe de France avec moi. Là on est en train de créer une team pour être tous ensemble avec le même équipementier, faire un truc sympa, chouette et tout ça. Et qu'on fait des runs en commun qui vont correspondre eux pour leurs séances un peu plus courtes. Genre si eux je vais faire des séances de 12 bornes, ils vont faire des séances de 6 bornes, on va pouvoir le faire ensemble parce que voilà. Et donc ça convient à tous et enfin pour moi ça c'est un kiff là. Mercredi on était au stade, il y avait que un des jeunes du groupe. Mais en gros, il y avait un gros bloc de long avant et après un bloc de court. Le bloc de long, j'ai tout mené, j'étais tout seul devant pendant 5 bornes. Après, il y avait 2,5 kg de court, c'est lui qui s'est mis devant et qui m'a matraqué. Et, tu vois, il m'a explosé sur l'année 400, mais vraiment explosé, il met 30 mètres. Il y a une vidéo, il est hyper loin devant. Et pour autant, c'est hyper une bonne dynamique, tu vois. Moi, je sais qu'il va chercher son petit sprint, que j'ai pas encore les armes parce qu'il faisait froid, je suis pas encore armé pour riposter sur la vitesse. Mais sur le long, j'ai mis une toise et au 10 kg, j'ai mis. Ben voilà, tu vois, c'est une bonne dynamique. Et ça, moi, je kiffe. Tu vois, c'est le plaisir d'aller chercher la petite où on se transcende à l'entraînement. Tu vois, il n'aurait pas été là sur la vitesse, je repartais dans un rythme train tranquille, alors que là, il met le petit boost. Et ça, moi, je kiffe. Tu vois, c'est quelque chose de se faire mal à l'entraînement. Et puis pour autant, après, on est potes, comme j'ai été pote avec Florian Carvalho pendant de nombreuses années, enfin, je suis encore aujourd'hui, mais sur le 1500, on était adversaires aux Europes, aux Jeux, au monde. On était ensemble en chambre avant les championnats, et le premier championnat que j'ai refait où il n'était pas avec moi en chambre, ça m'a fait bizarre, tu vois. Parce que pourtant on était adversaires sur la piste, c'est mon rival numéro 1 quand j'étais au top sur 1500. Et voilà, ça n'empêche pas qu'en course on se fasse la guerre d'une manière amicale, mais qu'en grand championnat on est quand même adverse, mais on a le petit mot qui va se motiver l'un à l'autre, et c'est une autostimulation, tu vois. Non, moi j'aime bien être dans la rivalité saine avec mes adversaires. J'aime pas que ce soit la guerre, il y en a qui ont besoin de ça, de haine et de trucs, moi je suis pas comme ça. Dans mon comportement déjà humain, c'est pas mon état d'esprit là d'être haineux, donc voilà. Ouais. Yes. Non, bientôt, on va dire. Et pourquoi pour toi justement le facteur d'aimer ce que tu fais, c'est un facteur qui est vraiment important? C'est comme tout, je vois des gens qui vont au travail et qui n'ont pas la motivation, c'est un facteur. C'est comme tout, quand tu fais ce que tu aimes, tu crées plus vite de l'endorphine déjà, l'hormone du bien-être. Et j'aime bien ce mot-là. Non mais c'est vrai, quand tu vas à reculons au travail ou à reculons dans ce que tu fais, c'est tout. J'utilise souvent ces expressions, parce qu'il y a le cercle positif et le cercle négatif. Là, c'est le cercle positif. Moi, là, je suis dans une dynamique, tout va bien, je vais au Kenya, là, on part à Tenerife, ma femme vient avec moi pendant 10 jours et les enfants. Je vais m'entraîner, il va être sur le bord du stade. Qu'est-ce qu'il va faire, papa, à Tenerife? Il va faire quoi? Il va aller à la mer. Il va faire quoi? Il va. Et toi, tu cours aussi? Elle est où ta montre? Va chercher ta montre dans ta chambre. Elle est dans ta chambre, ta montre, ton chrono? Il est dans le bureau ou dans ta chambre? Vas-y, essaie de le trouver. Du coup, c'est le moment de... Ouais, tu vois, c'est une belle vie. En plus, j'ai la chance d'avoir ma femme qui m'accompagne depuis des années, qui aime aussi mon sport, et du coup, c'est un plus. Du coup, ce que je voulais savoir sur ce facteur, c'est
comment au départ tu as fait peut-être pour aimer ce que tu fais et derrière plus l'aimer, mieux l'aimer pour que ça te corresponde plus? Wow, elle est compliquée la question là. Alors, en fait, j'ai rien fait, c'est naturel. Je te dis, comme je te dis que j'étais bercé dans le sport tout petit, là tu vas voir l'exemple de ce que c'est. Sans forcer les gens, c'est ça. Tu vois, une voix courir, je faisais pareil quand j'étais petit, et du coup, sans être forcé ou quoi que ce soit, du coup, là il a un faucon. Et du coup, ça se fait, tu vois, il n'y a aucun moment où je le force, où je le donne et il fait des tours et des tours et des tours. Okay, cool. Il prend le chrono et du coup, et ma fille, non. Ma fille, elle fait pas un truc, mais tu vois, je les force pas pour autant, et du coup, j'étais un peu comme lui, tu vois, moi, à suivre mes parents, et je te dis, à 4 ans et demi, à vouloir faire le tour à Fourmeux, ça montre déjà naturellement que t'aimes le truc, quoi. Et puis après, je te dis, quand t'as des petits résultats, des petits podiums, des petites coupes, des trucs, le résultat engendre la motivation et du coup, non, c'est naturel en fait. Il n'y a aucun moment où c'est forcé. Il y a forcément des entraînements où tu vas où tu n'as pas envie ni rien, mais après, sur l'aspect général, quand tu te mets un goal et un objectif, aussi c'est plus facile d'y arriver. Donc c'est pareil. Pour avoir la motivation aussi, c'est clair que bon, j'aime ce que je fais, mais après, c'est pas forcément toujours facile. Il y a forcément des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et ça, c'est. De toute façon, j'ai fait des séminaires où je suis intervenu dans des gens qui faisaient du business en ligne ou autre. Et du coup, c'est la même ligne de conduite. Hein. C'est tout le temps des objectifs, tu as des moments durs, des moments moins durs, tu as des gens qui te lâchent, des gens qui sont là. Et c'est pareil. Là, j'ai fait 2 années blanches, je suis en train de me faire lâcher, mais pas par tout le monde, et je sais ceux qui sont là ou pas. Enfin, voilà, mais pourtant, j'ai ma ligne de conduite qui est établie. J'ai déjà jusqu'en octobre 2022, j'ai les grandes lignes de mon programme, de mes stages, etc. Et j'aime bien que ce soit structuré, ma vie elle est structurée. J'aime bien savoir où je vais, ce que je fais, quand je fais, et du moins dans les grandes lignes. Après, mon plan d'entraînement c'est à la semaine, tu vois, c'est pas vraiment au mois. On adapte semaine après semaine, même des fois dans la semaine on modifie les séances en fonction du ressenti. Mais c'est une structure, et j'aime bien que tout soit structuré, tu vois. Là j'ai commandé une voiture pour ma femme, j'aime bien savoir quand elle arrive, machin, et là on a l'incertitude de tout ça, j'aime pas, je suis dans le stress, tu vois. J'aime bien... je vais recevoir une paire de chaussures, j'aime bien savoir quand est-ce qu'elle arrive. C'est un peu maniaque, ça serait un peu le mot maniaque de l'organisation, mais pas maniaque de l'appartement et du lavage, ça tu le vois, de la maison. C'est maniaque dans sa structure de vie. Et là, ma femme aussi, je suis en train de la pousser pour qu'elle fasse un peu un projet. Je lui dis, limite quitte à mettre toutes nos économies dans un truc qu'on rate ou qu'on y arrive ou qu'on rate, peu importe. Mais tente un truc, tu vois, structure un truc, écris noir sur blanc 3 objectifs que tu as envie de réussir. Enfin, voilà, je m'inspire vraiment du business en ligne, des mecs qui réussissent. Enfin, si tu veux, j'étais en partenariat avec un mécène pendant 3 ans qui fait du business en ligne, qui est millionnaire sur internet. Et tu vois, à aucun moment dans ma vie, j'étais rageux ou envieux d'un mec comme ça. Au contraire, je me sers des gens comme ça, j'essaie de prendre le maximum de leur expérience pour essayer d'y arriver pour moi. En fait, j'ai cette ligne de conduite là dans la vie, d'essayer de s'inspirer de ceux qui arrivent, plutôt que de cracher dessus ou voilà. Les footballeurs, j'en rigole, mais tant mieux, j'avais qu'à faire du foot si je voulais être millionnaire. Et en même temps, je ne cherche pas la vie de millionnaire, moi je cherche un train de vie correct et qui me plaise avant toute chose. Et du coup, je te dis, c'est l'éducation que je donne à mes enfants, c'est la trame que j'essaye d'avoir avec ma femme, c'est tu te fais une ligne de conduite sur du plus ou moins long terme et du coup tu t'y tiens. Tu fais au maximum pour t'y tenir, il y a des aléas et des choses que tu ne contrôles pas, mais au moins tu fais le maximum pour t'y tenir. Elle avait fait, je reparle d'elle, elle avait fait le confinement comme tout le monde, 6 mois ou les crossfitters là, à fond pendant 1 mois, mais à fond tous les jours. J'ai dit calme-toi, tu vas trop faire un fond d'un coup et après ça va t'énerver, c'est ce qui s'est passé. Comme ceux qui achètent à Noël le home trainer ou l'elliptique là. Ils font 1 mois à fond, fini après. Ils se mettent à la course à pied 3 jours à fond après. Enfin, 3 jours j'exagère. Il faut faire tout bien quantifié et programmer. En fait, si tu programmes tes choses correctement, quel que soit ton domaine de vie, ça peut que réussir. À un moment, ça va réussir, c'est sûr. Moi, j'en suis persuadé. Hier, on était aux pièces à la machine à la fête foraine. C'est nul, hein, c'est un jeu. Je disais à ma fille, on persévère sur le même truc, on change pas parce que elle marche pas celle-là, on change. Et puis, il y a souvent l'exemple sur internet du mec qui creuse et qui abandonne, et puis au final, il y a quelqu'un qui arrive qui donne un coup et derrière, il y a tous les lingots. Finalement, c'est un peu ma philosophie de vie. Et toutes ces images-là, en fait, des trucs que j'ai naturellement, mais qui me parlent en fait quand je les vois sur internet. Tu vois aussi la petite partie de l'iceberg où tu vois le mec de Tesla qui est tout en haut du sommet, et au final tu vois pas tout ce qu'il y a sous l'eau qu'il a fait en amont. Moi c'est pareil. Dans le sport tu vois les résultats, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en amont, les heures de gainage, d'abdos,
de conditions physiques, d'investissement. Là, je me suis monté une salle de sport dans la maison. Enfin, c'est énormément de frais. Mais du coup, je me dis que voilà, avec les enfants, j'avais besoin de rester un peu plus ici. Ouais. Je ne veux pas sacrifier ma vie perso non plus pour le sport parce que ça impacte forcément. Mais du coup, essayer de faire au mieux, encore une fois, pour pouvoir... là, tu vois, avoir un crapaud qui est là. Là, par exemple, tu n'aurais pas été là, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est mon jour de repos, mais tu n'aurais pas été là, j'aurais dû le garder, j'aurais quand même pu faire du vélo, du tapis roulant, il reste à côté de moi 45 minutes et j'arrive à faire mon truc, tu vois. J'essaye de tout faire chaque fois pour que ce soit au mieux, en tout cas. Yes, ça marche. Je peux y signer? Non, pas encore, parce que t'es mignon, en tout cas, t'es mignon. Le second facteur que tu m'as dit, tu m'as parlé d'assiduité. Ouais. Pour toi, c'est quoi l'assiduité? Ça veut dire quoi? Régulier, comme je te dis, tu as une trame de vie avec des objectifs, tu t'y tiens. Genre au Kenya, j'avais prévu une énorme semaine avec 12 entraînements, à peu près pas loin des 180-200 km en prévision. Ouais. C'était facile sur le papier, sauf qu'il y avait énormément plus de kilomètres d'intensité dans ces kilomètres-là. Ouais. Et il y a vraiment un jour où j'étais dans ma ligne de conduite parce que j'allais faire ma semaine là à plus de 180. Et il y a un soir où j'ai vraiment eu la flemme d'aller m'entraîner, j'avais pas envie du tout. Je disais même aux Norvégiens qui étaient là, recordman du marathon, j'ai la flemme, il me dit fais repos, écoute ton corps et tout. Je dis ouais mais là c'est ma semaine importante, c'est écrit, j'aime pas, tu vois. Alors qu'il avait raison, sur le choix j'aurais pu faire repos. J'y suis allé, tu vois, j'ai fait mes 9 bornes tranquille et puis au final, après l'avoir fait, t'es hyper content. En général quand t'as le moins envie et que tu le fais, c'est là où t'es le plus satisfait. Et du coup, je l'ai fait, ça n'a rien changé sur mon programme que je le fasse ou que je le fasse pas, ça fait 9 bornes en plus. Après, j'étais plus content, mais au moins je l'ai fait. Et ça, pour moi, c'est l'assiduité d'avoir obtenu ma ligne de conduite et voilà. Vraiment, sincèrement, ça n'aurait rien changé sur le plan physique ou l'entraînement que je ne fasse pas, mais j'étais assidu et au moins je ne culpabilise pas. Et du coup, 47, c'est ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui... essayer d'avoir mes 6 heures de récup entre les entraînements, d'avoir, là tu t'en vas tout à l'heure, j'ai mon kiné qui arrive, il va me faire 1 heure de massage après manger, enfin tu vois, d'avoir assiduité sur tout ce que tu fais, essayer de tout d'être tout au Kenya, je vais au Kenya, j'ai un kiné 3 fois par semaine, j'avais pris mes bottes de pressothérapie parce que je savais pas les compléments que je pouvais avoir en soins, s'il allait être vraiment assidu ou si lui en termes d'horaire ou de présence. Du coup, il a fait le taf, mais un jour sur 2, j'avais massage et l'autre jour, je faisais mes bottes. Du coup, j'essaie d'être... c'est carré en fait, c'est la vie, de toute façon, c'est obligé d'être carré. Même si des fois, j'aime bien plus sur l'aspect perso, des petits moments de folie où tu te fais des trucs en dernière minute ou des choses comme ça. Mais sinon, de manière générale, c'est quand même assez carré. Yes, ok, ça marche. Et pourquoi pour toi l'assiduité, c'est un facteur qui est vraiment important? Parce que c'est ce qui te permet d'être régulier et d'atteindre tes objectifs ou au moins de rien regretter. Tu ne regrettes pas parce que tu as tout fait pour. Et c'est ce que je disais à ma fille ce matin encore. Elle a un peu, tu vois, c'est un peu l'extrême de mon comportement. J'essaie de l'amener vers ça, mais est-ce que c'est pas moi qui l'amène vers du coup le fait d'être un peu timide, introverti et tout, parce que j'ai peut-être trop extravagant. Elle est hyper douée en lecture, à l'école franchement elle a des facilités. Pas faire le père qui vend sa fille, ça c'est pas l'idée, mais vraiment elle lit un truc, elle retient direct, elle est vraiment en aisance sur ça, et elle aime pas le sport, par contre en sport elle fait pas son truc, mais en cours, voilà. Et du coup elle a un examen, une évaluation ce matin, et je lui dis mais écoute, on a relu hier soir, relu ce matin, il y avait même un truc que j'avais oublié de faire, elle l'a fait ce matin comme ça, et ça s'est fait nickel. Je dis voilà, au moins tu as tout fait, j'étais avec toi pour réviser, j'ai vu comment tu as travaillé. J'ai tout fait pour y arriver, si tu n'y arrives pas, au moins on réfléchira pourquoi, mais je ne vais pas trop se péter pour autant. Voilà, au moins tu as tout fait pour y arriver. Si tu peux rien faire de plus, ou voilà, au moins tu ne regrettes pas. Il faut avoir de la confiance en soi, mais pas non plus de confiance, mais au moins voilà, tu es arrivé dans un état d'esprit où tu as tout tenté pour être au mieux. Et après, il y a le facteur stress qui est prédominant aussi, mais c'est normal, ça c'est le jeu aussi, il faut savoir le vivre avec. Yes, ok. Et sur ce facteur-là, comment tu as fait pour avoir au départ l'assiduité que tu voulais, peut-être que tu avais besoin, et après améliorer cette assiduité dans ton sens, que ce soit mieux pour toi? Encore une fois, c'est une collaboration avec le coach qui va faire valoir
Du coup de bien faire les choses, en gros bien adapter le plan d'entraînement en fonction de moi aussi et du coup d'être régulier et à la respecter et peut-être en faire. Moi j'ai de la chance, je te dis, c'est d'être trop généreux et de vouloir trop en faire, donc le coach il est plus là pour me freiner qu'autre chose. Okay. Donc mais de savoir respecter ça aussi, c'est aussi ça, être assidu de respecter le moins plutôt que le plus. Okay. Et du coup c'est vraiment une collaboration avec le coach de long terme, du coup savoir adapter avec le ressenti de l'entraîneur et bon ça tiens moi. Ça c'est sur un échange, donc ça se fait. Ok, yes. Ouais, je vois, on a adapté par rapport à ce que ton entraîneur voit et ce que toi tu ressens. Ouais, exactement. Il y a une année où j'ai fait le Kenya aussi, j'avais fait 3 semaines, un très très gros entraînement et je suis rentré complètement cramé, j'avais fait plus de 19 entraînements, je m'entraînais 19 fois par semaine, ma plus grosse semaine, 3 fois par jour tous les jours et j'avais fait dimanche repos complet parce que j'étais trop sec. Ouais. Du coup ça a fait 19, non une fois je crois, 3 fois 6, 18, ouais une fois, donc je m'étais quand même entraîné le dimanche. Et du coup j'étais rentré rincé et tout ça, et mon coach avait su lire physiquement déjà rien que sur le visuel que j'étais cramé, et il m'avait fait calmer, et direct après, 15 jours après je fais mon record au 10 kills. Parce qu'il a su calmer en fonction du visu, et que j'ai respecté aussi ça, ce qu'il m'avait dit. Tu vois, je l'avais un peu trop fait pendant le stage, il n'avait pas été trop content, mais du coup il avait su adapter derrière pour voilà, réguler le truc, et du coup ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est sur ça qu'il faut... ouais, c'est une collaboration, et du coup adapté par rapport vraiment à une collaboration. On a gagné hier à la fête foraine. Au pièce, t'as gagné. On peut aller. Ok. Donc là, ce que tu m'as dit, c'est en sortant de cette semaine de 19 entraînements, 2 semaines à l'après, tu fais ton record au 10 km. Ouais, à l'époque, ouais. Oui, c'est normal. Yes, ça marche. Le facteur d'après que tu m'as dit, c'est la motivation. Qu'est-ce que c'est pour toi la motivation? Ça veut dire quoi? Il est plus dur à trouver ce mot-là. Pardon, la motivation, c'est comme je te disais la dernière fois, tu as la flemme d'aller à l'entraînement et que tu te forces à y aller parce que tu as un goal et un objectif qui te tient en haleine, en fait, qui te tient en motivation. Et du coup, c'est ça, en fait, tu as un plan d'entraînement, tu as un programme à respecter parce que tu as un but à l'arrivée. Et du coup, voilà, faut que tu te motives pour y arriver. Du coup, si tu le fais pas, en gros, tu te dis que tu vas rater. Et du coup, c'est ça qui te motive. Ce qui te motive, c'est d'aller faire mal à l'entraînement. Moi, j'aime ça, d'aller transpirer, d'aller chercher un peu la souffrance aussi. On est souvent un peu des durs au mal, les demi-fondeurs. Enfin, c'est pas souvent, c'est pas un peu, c'est souvent. C'est pas facile et du coup c'est d'aller t'entraîner quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand il fait froid, ça c'est... Il faut de la motivation et du coup je te dis c'est d'avoir un but à l'arrivée qui t'amène à garder cette motivation intacte et surtout de le faire quand t'as pas envie, après coup comme je te disais tout à l'heure, tu es encore plus fier de toi. Papa, c'est cac. Et je peux l'enlever. Tu veux l'enlever? C'est sûr? Et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple où justement, toi, voilà, tu as eu un exemple où tu as été vraiment motivé? Peut-être plus que d'autres. Là, par exemple, le Kenya, je te disais, c'était quelque chose qui m'a... Ça me parle vu que c'était récemment, qui m'a motivé à aller à l'entraînement. Après, non, j'ai rien de spécial. J'aime bien aussi aller motiver. Quand je te dis, c'est vraiment pas une passion de mettre les chaussures au quotidien. Ce que j'aime bien, c'est quand on a un vélo où est-ce qu'on a bien porte bébé devant et derrière et que ma femme me suit aussi et ça me motive bien. Tu vois, je suis content de faire genre un fourmeux aussi. Tu sais, j'ai fait de la sophrologie et la sophrologie, ça m'amène souvent vers un lieu ressource ou un endroit que j'aime bien, un moment où je me sens bien. Et souvent, ce lieu-là, c'est sur justement le run qu'on fait à Fourmeux autour du lac. Un petit soleil levant, reflet des montagnes dans le lac. Et du coup, elle me suit à vélo, il y a Gaïa qui court à côté, mon chien là qui court à côté, ma femme, mes enfants. C'est une allure tranquille de run, tu vois, mais tu es dans un bien-être, là, tu crées de l'endorphine, tu peux discuter en faisant ton run, tu es avec la famille, tout va bien. Et là, ça pour moi, c'est une source de motivation qui est énorme et du coup qui me sert aussi des fois d'échappatoire quand il y a un moment de stress sur la ligne de départ. Le petit lieu ressource, du coup, je me retrouve... je suis sur une ligne de départ aux Jeux Olympiques et finalement je me retrouve à des centaines de milliers de kilomètres à Fourmeux pendant l'espace de quelques secondes à être dans un moment de bien-être. Et du coup ça te motive quoi. Yes, ok, je vois. Et pourquoi le facteur motivation, c'est un facteur qui est vraiment important pour toi? Parce que si tu n'as pas de motivation, de toute façon je te dis, tu abandonnes, tu lâches les bras et c'est fini. Tu abandonnes les entraînements dès que c'est dur, tu abandonnes les séances ou tu n'y vas même pas et après ça reflète le résultat est reflété en compétition dans le sens cercle négatif, encore une fois. Oui. Et
comment tu as fait, pareil, 2 questions en une, au départ pour avoir la motivation que tu voulais et après améliorer cette motivation, la faire grandir, la garder, peu importe? Bah, je te dis, la motivation elle est venue avec les résultats que j'ai eus rapidement chez les jeunes. Ouais. Et la faire grandir, bah, c'est de se donner des objectifs plus grands. Et du Ouais. coup, quand tu vises des Jeux Olympiques, une finale olympique, dans un premier temps les Jeux, ça a été une motivation. Deuxième Olympiade, la médaille, enfin la finale aux Jeux, une autre motivation. Là, je visais la médaille à Tokyo. Bon, Ouais. ça a été une autre motivation, mais du coup, qui a été ouais, c'est de donner des objectifs, mais atteignables, faisables, et progressivement les faire monter en intensité. Donc c'est ça qui t'entretient la motivation. Et de nouveaux objectifs, là, l'idée de passer sur marathon, c'est quelque chose pour moi. Non, je peux pas lire, Maëlle, là. Après, d'accord? Tu vas les lire toi, moi je peux pas les lire. Et du coup, c'est ça qui te garde en haleine, qui te garde en Et de 2012 sur 1500, après je suis passé sur Steeple aussi, avoir le changement des bonnes, c'est quelque chose aussi qui me stimule d'avoir de la nouveauté dans l'entraînement. Okay. Le facteur d'après que tu m'as dit, c'est l'acharnement. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ça, c'est un peu rien lâcher quand tu es dans une séance, que c'est compliqué. Retourner à l'entraînement le lendemain, retourner à l'entraînement le soir, ça fait partie aussi de la motivation, de l'assiduité, ça se rejoint. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est quand je rate une séance, des fois, refaire une répète de plus, ou être acharné dans sa souffrance, savoir aller dépasser ses limites. Et ça, il faut être un peu fou, un peu acharné. Ouais, tu lâches rien pour aller chercher l'aspect mental qui va aller plus loin que la souffrance physique. Enfin, ça, c'est... Ça marche. Et qu'est-ce que tu pourrais avoir comme exemple, par exemple, notamment sur un entraînement, de cet acharnement-là que tu as pu avoir sur un de tes entraînements, par exemple? Ça m'est déjà arrivé à Fort-Romeu où des fois tu fais des séances un peu trop longues, où tu pars un peu trop vite sur des séances longues, que tu lâches prise et que tu abandonnes et que le coach il me dit de réduire et que finalement je fractionne un peu la séance mais je recontinue, je vais jusqu'au bout, jusqu'à faire la même distance, peut-être en fractionné, mais moi j'abandonne pas, tu vois. J'aime pas trop abandonner, même des fois avec le conseil du coach, j'aime bien, je peux pas lire même. Du coup, t'es acharné un peu trop des fois, ce que je te disais, c'est aussi un peu mon défaut. Mais du coup, ça en est un bel exemple de ne pas abandonner et de rien lâcher. Quoi. Yes. Ok. Tu as peut-être déjà donné des éléments de réponse? 2017, quand je prends une barrière, je chute à Londres, je prends une barrière dans les pecs en finale, je me fais exploser, je prends un chaos technique et je me relève, je repars, je finis la course. Faire dernier ou avant-dernier, non, avant-dernier, je crois, j'en double 2. Mais du coup, là, il faut être acharné quand même, parce que t'as rien à gagner, juste à finir. Et si t'as pas de motivation, d'acharnement, enfin voilà, j'étais tellement fort cette année et tellement préparé que je me dis, bah tant pis, je termine. Donc, ouais. Ok, je vois. Calme-toi. Tu veux pas les jouer dans ta chambre? Et tu as peut-être déjà donné des éléments de réponse. Ma question, c'est pourquoi pour toi l'acharnement c'est un facteur important? Ouais, c'est ce que je te disais. Pour toi, tu m'as dit, c'est ça, sinon tu abandonnes et tu lâches prise et tu vas pas chercher le dépassement de soi, tu vas pas aller chercher le petit aspect cognitif qui va te faire aller jusqu'au bout. Dès que tu souffles, tu t'arrêtes pas. Oui. Donc en fait, tu vas pas jusqu'au bout. Ouais. Yes. Et comment tu as fait, toi, pour avoir cet acharnement au départ que tu voulais, peut-être que tu avais besoin, et après améliorer, le faire de sorte qu'il soit mieux pour toi? Ouais, franchement, je sais pas ça. C'est naturel en vrai. Ok. Ouais, c'est plus un aspect. C'est pas quelque chose qui se travaille, enfin, c'est plus naturel à t'auto-motiver, à t'auto-stimuler en te parlant ou des choses comme ça, mais après, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de choses qui ont été modifiées dans le temps avec ça. D'accord. Ok. Ça marche. C'est plus de l'autostimulation avant l'entraînement ou pendant la séance en te forçant à te relâcher, en te préparant à savoir que ça va être dur et tout, mais ouais. Ok. Voilà. Ça marche. Et le dernier facteur que tu m'as dit, c'est l'envie de réussir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les médailles, tout simplement. Les médailles, les résultats, le but, d'atteindre son objectif.
Donc là, pour que je comprenne, là tu me parles du but ou des résultats déjà eus? En fait, ton but à l'arrivée, c'est que tu as envie de réussir un peu les deux, ouais. Ouais, ok. C'est le but de ta préparation, c'est d'avoir une médaille, d'avoir une finale mondiale, d'avoir une finale olympique, ou d'avoir un record. C'est de réussir à atteindre ça. Donc c'est vraiment ça. D'accord, ok. Ouais, c'est de penser à son but parce qu'on le veut. Voilà. Et après, quand on fait les choses, on le fait pour ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple, toi, dans ta carrière, de ton envie de réussir, par exemple? C'est toute ma carrière, en fait. Oui, je sais, c'est pour ça que je te demande. Rio, par exemple, ou 2014, à Zurich, quand j'ai l'or. L'or, je visais une médaille, je visais pas forcément l'or parce que j'étais un petit peu en complexe d'infériorité aussi par rapport à Maïdine, même si j'avais des armes pour... bref, ça c'est autre chose. Du coup, d'avoir ce but en tête, je me suis entraîné pour, j'ai fait des séances pour, et du coup, quand tu arrives à atteindre l'objectif, du coup c'est juste le Graal. Et après, pareil en 2016, je me préparais pour faire un top 6 en finale. Je fais 6, au final 5, et du coup ça reste l'accomplissement d'une préparation et pas mal de sacrifices aussi, parce que c'est vrai qu'une préparation ça engendre pas mal de sacrifices. Tu rates beaucoup d'événements familiales, beaucoup de choses, et du coup c'est ça. Ok. Et pourquoi pour toi l'envie de réussir c'est un facteur qui est vraiment important? C'est de la récompense de ton entraînement, savoir briller, et c'est vrai que gagner une course avec du monde, du public, ça c'est quelque chose, c'est de la gloire en fait que j'aime beaucoup, mais c'est pas de la gloire, comment dire, parce qu'en 2014 j'ai eu la gloire dans le stade, c'est génial, j'ai vraiment kiffé tout ça, mais après coup il y a eu d'énormes retombées médiatiques, j'ai kiffé tout ça pendant un mois ou 2 mois, mais après sur du long terme j'aimais pas en fait. En fait, c'est sur l'instant présent, la reconnaissance. Et après, j'ai pas envie d'être une star, être reconnu dans la rue, signer des autographes et tout. Pour te parler un peu de ma vie perso, en 2014, après, j'avais été faire toutes les télé Beansport, France Télé, l'équipe, etc., tous les plateaux. Et on avait été invité au PSG, j'avais été reconnu dans la rue à Paris plusieurs fois. C'était quand même conséquent, il y a eu une décalation, une compète avec 20 000 personnes où pareil, on avait des autographes, on avait des gardes du corps qui nous séparaient des gens, tellement il y avait... c'était la folie, et du coup c'était rigolo sur le moment, mais après coup c'était quand même fatigant, et voilà. Et avec ma femme, on se dit allez on part en vacances assez loin et tout, on était partis en vacances et même à l'aéroport on m'avait reconnu, et pour te dire on arrive à Tahiti, le premier jour à Tahiti, il y a quelqu'un qui tenait un petit magasin de presse là, et qui direct dès que j'arrive me dit ah mais c'est toi le champion d'Europe. Du coup tu vois on va aller au bout du monde, moi c'était français et tout, mais ouais. Et ça c'est quelque chose qui, moi ça m'intéresse pas, je sais pas, la gloire dans ce sens-là, l'aspect de briller et d'être, bien représenter mon pays et d'avoir un beau résultat sur l'instant T, ok, aller 1 ou 2 mois derrière, ok, après d'être constamment reconnu dans la rue ou autre, c'est pas quelque chose qui me botte moi. D'accord, je comprends, ça marche. Et sur l'envie de réussir, comment tu as fait au départ pour l'avoir et qu'après qu'elle grandisse cette envie de réussir? Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment des éléments qui se sont travaillés, ça c'est venu naturellement. Quand tout jeune tu as une médaille, comme tout jeune, quand tu le fais gagner une médaille à l'arrivée d'une course, ça motive, tu as envie de continuer, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des petites l'acheminement et la progression des objectifs, et une petite médaille aux départementaux, aux petits cross district, aux petits trucs comme ça, au collège, et après ça va jusqu'à un objectif olympique ou voilà. Oui mon cœur. Non, mange pas encore. La progression des objectifs qui grandissent. C'est ça. Ok, ça marche. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu as eu de superbes résultats, de superbes médailles. Quelles sont pour toi les erreurs qui sont absolument à éviter? Dans l'entraînement? Peu importe. Qui ferait que, là je parle des erreurs, des grosses, dans le sens, si tu fais cette erreur-là, tes chances de médaille, elles plongent énormément. C'est dans ce sens-là. Non, mais c'est pas des erreurs, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est de faire confiance à son coach, avoir une collaboration saine, être confiant dans ce que tu fais, et si tu mets tous les éléments pour y arriver, tu vas y arriver. Après les erreurs, il faut en faire des erreurs. C'est pour ça que je parle des grosses, pas des petites qui sont pas trop graves, mais dans le sens, si tu l'as fait celle-là, ta chance peut-être de médaille, de gros résultats, ça ne fait pas. Le dopage, c'est la plus grosse des erreurs, d'aller chercher la simplicité et la rapidité en fait. Pour avoir le résultat accessible et facile. Après de vouloir trop en faire aussi, mais c'est pour ça que ça revient sur la collaboration avec l'entraîneur et le coach, qu'il
qu'il faut savoir trop en faire ou ne pas en faire assez. Mais c'est encore une fois, c'est sur le lien que tu vas avoir avec ton entraîneur qui va savoir te guider. C'est faire confiance aux bonnes personnes, quoi. Ok. Là, j'ai noté donc 2 erreurs, le dopage, de vouloir trop en faire ou pas assez. Est-ce que toi, il y a d'autres erreurs? Ça me vient pas en tête là tout de suite. Oui. C'est vrai, c'est plein de petites choses, des choses comme ça, mais dans les Par les grandes grosses, lignes, ouais. ouais. Non, c'est à peu près tout, ouais. Ok, on va développer les erreurs. Le dopage, pas forcément besoin de détailler ce que c'est. Pourquoi pour toi, finalement, c'est une erreur à absolument éviter, tout simplement? De quoi? Le dopage. Parce que c'est chercher une porte de secours pour la simplicité pour gagner, et c'est tricher pour gagner. Ok. Ils n'avaient pas plus ça. ouais. Sur celle-là. Ça marche. Et tout simplement, comment toi tu as fait pour éviter cette erreur? Mais ça fait partie, à mon avis, de l'entourage, de encore une fois, ta motivation, ton entraînement, ta vie, ton entourage en priorité et ton éducation. Allez, arrête, je parle! Va dans ta chambre, Maëlle. Ouais, l'éducation. Yes. Ok, ça marche. Et la deuxième erreur, donc, c'est de vouloir trop en faire ou pas assez. Ça veut dire quoi pour toi de trop en faire ou pas assez? C'est ce que je te disais, moi, c'est faire des semaines d'entraînement beaucoup pour l'athlète, beaucoup trop conséquentes, et de vouloir faire trop d'étirements, trop d'abdos, trop de muscu, trop de bornes, trop de tout en fait. Ou pas assez, à l'inverse, tout à l'opposé. Et du coup, ça c'est sur la collaboration avec ton entraîneur que tu vas arriver à doser et à quantifier le bon dosage. Yes, ok. Et qu'est-ce que tu aurais peut-être comme exemple où toi, tu en as fait trop ou pas assez dans ta là, au Kenya, ce que tu disais, les 200 bornes, c'était un peu trop. Ouais, les 19 pas assez, non, il n'y a pas. C'est vrai que j'ai pas de fois où je ne me suis pas assez entraîné, donc non. D'accord. Et justement, tu avais commencé un peu à le développer, cet exemple. Tu as fait 19 entraînements, tu as fait 200 km, et derrière, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi t'étais? En fait, c'était 3 semaines à plus de 200 bornes cumulées. 3 semaines en plus, J'ai eu 600 et quelques bornes en 3 semaines. Et après non, c'est juste que je suis rentré fatigué, et sur les séances, ça se voyait direct, et du coup, ça a été le coach qui l'a vu en plus du ressenti, et du coup, qui a calmé et qui a adapté. Ok, d'accord. Et pourquoi pour toi, il faut absolument éviter de faire cette erreur-là, de soit en faire trop, soit en ne pas en faire assez? Parce que sinon c'est comme tout, comme tu veux trop, ça peut être un excès, un dégoût, ça peut venir, ça peut t'apporter du dégoût de trop en faire, et le manque de motivation, et pas assez, tu vas te priver de résultats en fait, de résultats favorables. Ok. Ça marche. Et dernière question, comment tu as fait, parce que tu m'as dit que tu as pu faire une de ces erreurs, comment après tu as fait pour ne plus faire cette erreur-là? De faire trop ou pas assez, donc toi, je sais pas, je le fais encore des fois, donc c'est... Comment tu veux l'éviter alors? C'est faire la collaboration avec le coach. Moi, c'est depuis le début que je suis avec mon coach en fait, donc du coup, c'est rare aujourd'hui, tout le monde switch comme ça du coach du jour au lendemain. Moi, j'ai vraiment un lien plus qu'amical avec mon entraîneur, et du coup, ça reste... cette fusion qu'il y a et que tu peux avoir, encore une fois, sur l'humain. Moi, je suis beaucoup dans l'humain, et du coup, ça se rapporte à cette collaboration-là. Tu vois, des fois, j'arrive au stade avec une idée de séance ou un truc en tête, et mon coach va valider ou pas, ou il va modifier, ou des fois, on va même être dans la même ligne de conduite, et voilà. Là, pour le Kenya, pour ce dernier stage que je viens d'effectuer, c'est moi qui ai fait les grandes lignes du stage, et c'est lui qui a modifié quelques séances, juste. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as créé les séances, et lui, il a fait les modifs, c'est ça? Voilà. Il a modulé, où il y a certaines séances, je mettais genre fartlek, et c'est lui qui montait le fartlek. D'accord. Du coup, dans la structure, encore une fois, ça fait 15 ans qu'on travaille depuis 15 ans ensemble. Je connais le principe, et voilà. Et là, des fois, je le délègue à 100%, il fait tout, et des fois, c'est moi qui ai envie j'aime bien aussi être investi dans ce que je fais, et du coup, élaborer un peu le programme d'entraînement, et voilà. Là, par exemple, mon programme de compète et de stage, c'est moi qui l'ai mis en place au niveau des grandes lignes, et lui, il valide ou pas. Et pour le moment, il a tout validé, donc c'est bon, donc c'est ça. Ok, ça marche, mais super. Yohan, merci. C'est bon? C'était d'accord, ok. Ouais. Désolé, c'est pas... oui, c'est bon, mon cas. Pas de soucis. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite maintenant? J'étais là-bas. D'être à Paris en 2024 sur le marathon. Ok, d'accord. Mais au jeu, pas la course. Oui, j'espère. Il y a les deux, donc yes, bon. Ouais. Non, c'est ça, c'est de continuer à prendre du plaisir surtout dans ce que je fais, de kiffer
sans blessure à l'entraînement au quotidien. Et voilà, après, le résultat, il est, j'ai envie de dire, secondaire. Mais déjà, là, quand je rechausse les baskets de cette manière et que ça se passe bien, c'est que du plaisir. Donc, c'est garder cette même dynamique-là. Okay. Bon, c'est ce que je te souhaite alors. Ouais, merci. Que ça le fasse.